Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter dans le cadre du CNC Madame Pauline Augrain de la direction du numérique. Et voilà, c'est une des conférences des RADI, les rencontres animation, développement, innovation. Cette année, on est dans un mode un peu particulier puisque voilà, nous ne sommes plus vraiment en présentiel, vous êtes tous distants. Mais on va essayer de pouvoir vous faire des conférences d'un très bon niveau. Et voilà. Donc, Pauline, aujourd'hui, on est pour parler du choc de modernisation qui va être mis en place, un dispositif mis en place par le CNC, tout à fait, un dispositif tout à fait étonnant, puisqu'il va offrir des opportunités de financement aux entreprises qui n'ont jusque-là jamais existé. Alors, vous êtes à la direction du numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà la direction du numérique, comment elle se positionne dans le cadre de cet appel? Oui, tout à fait. Déjà, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors effectivement, il faut peut-être démarrer par la présentation de ce qu'est la direction du numérique au CNC. C'est une direction qui est encore assez récente, qui a été créée à l'été 2019. Je sais que ça nous semble très très loin à tous, mais enfin, c'était jamais qu'il y a 1 an et demi. C'était dans le monde d'avant. C'était dans le monde d'avant. Et l'objet de cette direction, c'était vraiment de réunir à un même endroit l'ensemble des dispositifs de soutien, d'accompagnement de nos filières, en lien avec les technologies numériques et qui interviennent à la fois sur des enjeux de création. Donc c'est beaucoup le soutien aux jeux vidéo par exemple ou à des œuvres de création numérique en réalité virtuelle, autre exemple, mais aussi sur des enjeux de fabrication, donc plus là au sens technique à travers les dispositifs que sont le RIAM, sur des projets de recherche et développement, à travers le soutien financier aux industries techniques, à travers l'aide à la création visuelle et sonore également, et sur des enjeux de diffusion avec les dispositifs qui sont pilotés par le service de la vidéo physique et en ligne, et en particulier tous les enjeux qui portent sur la vidéo à la demande et les plateformes. Donc quelque part, on a cette chance de pouvoir intervenir un peu à tous les endroits de la chaîne de valeur et d'avoir une vision assez transversale, assez panoramique. Donc dans ce cadre-là, il faut peut-être déjà rappeler que l'animation est d'ores et déjà assez bien soutenue par les dispositifs courants, on va dire, pilotés par cette direction du numérique, en particulier du point de vue de l'accompagnement des producteurs du point de vue de leurs besoins techniques, du point de vue du soutien à l'effort d'innovation, porté à la fois par des producteurs d'animation, mais aussi par d'autres acteurs qui tous interviennent dans la chaîne de fabrication des œuvres d'animation. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'ores et déjà annuellement, à travers le RIAM, donc encore une fois portant sur vraiment des projets de recherche et développement, mais aussi à travers ce qu'on appelle la CIT, qui est en fait le soutien financier aux industries techniques, donc l'ensemble de ces deux aides intervenant sur du soutien à des projets techniques, c'est à peu près quand même 20% des projets soutenus annuellement qui sont très directement corrélés au secteur de l'animation, et ce qui représente un investissement annuel de l'ordre de 800 000 euros. Donc encore une fois, investissement sur un plan technologique dans des projets d'investissement technique. Donc ça, c'était un premier point. On intervient aussi très fortement dans le soutien à l'animation à travers une aide que vous connaissez certainement, qui est cette aide à la création visuelle et sonore. Création visuelle et sonore par l'utilisation des technologies numériques de fabrication de l'image et du son. Donc en fait, c'est une aide à la production, cette fois-ci, c'est vraiment une aide aux œuvres, mais qui a vocation à intervenir en complément de financement d'autres aides à la production du CNC, du côté de la direction du cinéma ou du côté de la direction de l'audiovisuel, et qui, avec son budget annuel de 6 millions d'euros, intervient à peu près à part égale dans des projets en images réelles utilisant les effets visuels numériques, dit le projet VFX, et dans des projets d'animation, des séries, mais aussi beaucoup des longs métrages d'animation. Ce soutien-là a été assez considérablement renforcé à la suite du plan animation
qui a été mis en œuvre en 2019 et qui se matérialise chez nous par un dispositif qui s'appelle un dispositif de majoration animation, donc cette fois-ci qui cible très spécifiquement les longs métrages d'animation et qui a une dotation annuelle de 1,5 million d'euros. Donc ça veut dire qu'en fait, au global, les œuvres d'animation, à travers ce complément d'aide, obtiennent jusqu'à 4 millions d'euros annuels, en plus, encore une fois, des aides au cinéma ou des aides qui sont pilotées par la direction de l'audiovisuel. Donc c'est un secteur qu'on connaît relativement bien, qu'on identifie depuis très longtemps comme un secteur d'excellence, enfin en tout cas qui nous permet vraiment à l'ensemble de la filière française d'être très compétitif à l'international et qui, voilà, de ce point de vue-là, a des enjeux vraiment très forts, et on y reviendra un petit peu plus tard, mais on est aussi parfaitement convaincu qu'il y a des vraies opportunités à saisir en ce moment avec le nouvel environnement de production qui s'ouvre. Oui, sachant qu'en plus, sur l'innovation, c'est des aides qui sont cumulables, par exemple, avec le CIR, le crédit d'impôt recherche. Absolument. Et donc, il peut y avoir aussi des effets leviers pour les entreprises avec différents effets de dispositifs. levier, et ce sont aussi vraiment des aides qui nous ont permis d'établir de longue date une collaboration qui est vraiment très intéressante, de plus en plus étroite, avec nos partenaires que sont l'IFSIC et BPI France, et qui nous aident sur l'ensemble des projets qu'on accompagne à construire un vrai continuum de financement. J'en parle parce que l'IFSIC et BPI France sont aussi très impliqués dans les mesures dont on va parler dans le détail et qui sont liées à notre plan de relance. Voilà. Alors, ces mesures, elles vont pouvoir aussi bien toucher les gens qui font des VFX, du jeu vidéo, mais aussi les gens du secteur de l'animation. Et ouais, l'animation, en France, c'est plus d'une centaine de studios, c'est 7500 emplois. Donc, c'est un secteur quand même qui est important et surtout exportateur. Absolument. Je n'ai plus en tête les chiffres, mais c'est un des montants les plus élevés, je crois, en exportation française sur les contenus. Ouais. Voilà. Mais en fait, pour nous, le secteur d'animation, encore une fois, a cette réputation d'excellence sur le plan mondial qui n'est pas du tout usurpée et qui a en plus cette caractéristique d'être probablement un des secteurs dans l'audiovisuel et le cinéma qui est peut-être le mieux préparé, ou en tout cas appréhende le mieux les caractéristiques de ce nouvel environnement de production, puisque les producteurs ont déjà l'habitude d'opérer sur un marché qui est complètement mondialisé, ont aussi l'habitude d'être face à une concurrence internationale qui est très forte, très rude, sont quelque part un peu condamnés à sans cesse innover sur un plan artistique, sur un plan technologique et sur un plan organisationnel aussi pour vraiment rester au niveau. Et donc voilà, qui a déjà... qui collabore déjà avec des donneurs d'ordre internationaux. Et dans ce contexte qui est d'une croissance très forte qu'on peut anticiper du volume de production grâce à l'arrivée sur le marché français des plateformes américaines et des plateformes de SVOD, des streamers, quelque part confortées par la transposition de la directive SMA, on se dit que les producteurs d'animation sont particulièrement bien placés pour saisir ces opportunités. Oui, tout à fait. Et la France, moi, les derniers chiffres que je connais, c'est la France, c'est le 3e producteur mondial d'animation, derrière les États-Unis et le Japon. Donc on a une position et aujourd'hui, avec la mondialisation, il faut qu'on défende cette position. Le CNC était vraiment l'acteur majeur sur le financement de ces industries. Il y a également le financement des contenus avec le COSIP, enfin le compte de soutien aux industries de programme. Donc on dispose d'une palette d'outils qui est largement enviée par des producteurs ou des studios qui sont à l'étranger. Alors là, malheureusement, depuis on va dire mars-avril 2020, donc près d'un an, l'ensemble des industries font face à une crise sanitaire sans précédent. Alors, devant cette crise encore jamais vue, enfin vue, on va dire, à l'âge humaine, voilà, le CNC a réagi très rapidement, dès avril 2020, en mettant en place déjà un dispositif d'aide pour permettre aux studios
de transformer leur activité et de mettre en place du télétravail autour de la production de l'animation notamment. Oui, absolument. Et c'est vraiment une mesure qui a été pour nous très importante, qui a été très sollicitée en fait. On a reçu beaucoup de projets. En quelques mois, pour tout vous dire, on a pu soutenir 29 projets. Donc depuis le mois d'avril jusqu'à là, la dernière commission qui s'est tenue au mois de décembre, correspondant à un investissement global de 1,8 million d'euros. Donc ce n'est pas du tout anecdotique, c'est vraiment significatif. Nous, si vous voulez, notre démarche a vraiment été la suivante au moment de l'irruption de cette crise sanitaire, très brutale. Dès les jours qui ont suivi le premier confinement, la priorité pour le CNC, ça a été de se remettre très rapidement en ordre de marche et assurer la continuité de notre activité à nous. Déjà, première chose, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption. Donc on a très vite revu nos outils, on a adapté nos procédures, on a fait un travail énorme de dématérialisation que peut-être en 3 semaines, on a fait peut-être le travail de 2 années, mais comme beaucoup en fait, je pense un petit peu comme tout le monde. Et ça nous a permis déjà d'assurer la continuité de notre activité, donc qui se matérialise notamment par le fait que les commissions ont pu se tenir, souvent même aux dates prévues. La plupart du temps, on n'a même pas eu besoin de décaler les commissions elles-mêmes. Et on a pu continuer à instruire les dossiers, à verser les aides, parfois même dans des délais plus courts, grâce justement finalement à la modernisation de nos process. Donc ça, évidemment, c'était la priorité. Et je dois dire que vraiment, à l'espace de 2-3 semaines, on était pleinement opérationnel. Ensuite, on a très vite aussi réfléchi à la manière dont on pouvait accompagner les filières de la manière la plus stratégique possible, c'est-à-dire avec vraiment le souci à la fois de répondre aux conséquences immédiates de la crise sanitaire, aux besoins immédiats, mais aussi en se servant de ce contexte si particulier pour stimuler des investissements qui sont dans notre esprit des investissements d'avenir, c'est-à-dire qui permettent vraiment aux entreprises en question d'accroître leur compétitivité, même de continuer à développer un avantage concurrentiel, y compris là pendant la crise et après la crise. Et donc, c'est vraiment ce raisonnement-là qui nous a permis d'identifier très vite cet enjeu du travail à distance, c'est-à-dire en fait de la production à distance, pour ce qui nous intéresse là plus spécifiquement. On a bien vu que l'ensemble des entreprises étaient vraiment confrontées à ce défi organisationnel et donc au développement accéléré, on va dire, très fortement accéléré de la production à distance, qui n'était pas non plus quelque chose qu'on découvrait. L'important pour nous était qu'on n'était pas là devant une situation purement conjoncturelle, mais que c'est une tendance, on le sait, en fin de compte structurelle. Beaucoup d'entreprises, et notamment des studios d'animation d'ailleurs, avaient déjà beaucoup développé le travail à distance. Alors si vous en souvenez, il y avait aussi cette grève des transports en décembre 2019, janvier 2020, qui nous avait quand même déjà très fortement impacté et qui avait déjà obligé les entreprises à s'adapter. Donc quelque part, elles y étaient un peu préparées à ce qui allait suivre, même si on n'imaginait pas du tout ce que pouvait être ce confinement. Oui, et des studios qui étaient aussi multisites. Qui oui, avaient donc tout dû à mettre fait. en place des outils particuliers pour pouvoir collaborer à distance. Absolument. Donc voilà, c'est exactement dans cet esprit que dès le mois d'avril, on a lancé cet appel à projet sur ces enjeux de réorganisation du travail qui s'appelle donc production à distance. Appel à projet qui se poursuit, qui vraiment ne s'arrête pas là, qui se poursuit, qui est toujours actif, qui est techniquement localisé au sein de cette aide qui s'appelle le soutien financier aux industries techniques. Donc finalement, c'est un appel à projet thématique, mais les projets d'investissement sont accompagnés un peu comme les autres projets. Donc je l'ai dit tout à l'heure, en l'espace de quelques mois, c'est quand même une trentaine de projets soutenus, 1,8 million d'euros investis, c'est important. Et réellement, il y a quelque chose de tout à fait remarquable qu'il faut vraiment souligner, c'est que le secteur de l'animation s'est tout particulièrement emparé de cette opportunité-là, en quelque sorte, puisque sur ces 29 projets, 11 projets ont été soutenus, donc, sont portés par des studios d'animation qui viennent pour la plupart pour les besoins de virtualisation du studio, du pipeline, et pour permettre de travailler avec des postes de travail complètement délocalisés. Et quand on parle avec ces studios qui, là, sont
un peu à l'heure de faire un premier bilan, les intuitions qu'on avait à ce moment-là se sont vraiment confirmées, c'est-à-dire qu'ils ont pu continuer à travailler, à livrer, et au final, on voit que la confiance, même dans ces entreprises, s'est renforcée, notamment de la part des donneurs d'ordre internationaux, qui avaient l'habitude aussi de travailler avec d'autres studios ailleurs dans le monde, qui pour certains n'ont pas eu cette capacité d'adaptation et cette agilité dont nos studios ont fait preuve. Tout à fait, il y a une vraie transformation qui s'est produite sur un nombre important de studios. Et certains ont même pu accroître le nombre de séries qu'ils produisaient. Donc c'est là où on voit qu'il y a une résilience extraordinaire dans ce secteur. Ouais. Résilience au sens vraiment rebond aussi. Vraiment. Et... Ah ouais. Alors, on l'a aussi un peu dans le secteur du jeu vidéo, mais si on regarde l'ensemble des secteurs industriels en France, on est vraiment dans un cas extrêmement positif. Absolument. Et les dispositifs qui ont été mis en place par le CNC y ont concouru dès le mois d'avril. Et en plus, pour les studios, ça a été aussi des versements et des soutiens financiers qui ont été rapides, qui ont été mis en place de manière rapide. Ils n'ont pas dû attendre des mois. Voilà. Oui, avec des premiers versements d'ailleurs qui étaient renforcés, c'est-à-dire la répartition entre premier et second versement a été revue de manière aussi à accompagner les problèmes de trésorerie qui pouvaient se poser. On en vient oui, je crois. Et au donc, nouveau chapitre. La suite logique à ce dispositif-là, c'est en fait maintenant vous voulez provoquer un vrai choc. C'est ça. Voilà, puisque c'est comme ça que ça a été. Un choc de modernisation. Voilà, un choc de modernisation auprès. Alors, ça ne touche pas que l'animation, hein, auprès d'un certain nombre des secteurs qui sont abordés par le CNC. Appareil de production, le nom complet, c'est choc de modernisation de l'appareil de production. Donc vraiment de l'ensemble des outils de production. Et pardon. Non mais donc vous avez réussi à négocier dans le cadre de la mise en place, on va dire, du plan de relance, hein, parce que là globalement on est sur 166 millions d'euros si ma mémoire est bonne. Vous avez réussi à obtenir un financement important pour ce choc de modernisation. Voilà, dont un financement net de nos mesures plan de relance qui s'élève à 105 millions d'euros exactement. Donc effectivement, on a pu bénéficier de ces crédits exceptionnels qui ont été arbitrés à la fin de l'été. Et c'est ce qui nous a permis de concevoir cette mesure de soutien exceptionnelle, très temporaire aussi, dotée au global de 10 millions d'euros, et qui est une mesure de choc de modernisation, c'est comme ça qu'on l'appelle. On vient de la lancer là, au mois de janvier 2021. L'objectif est, à travers cette mesure, alors là aussi, hein, on est dans notre rôle direction du numérique, je ne parle pas de toutes les autres mesures qui existent, mais je pense que vous avez en tête le panorama complet. On est dans notre rôle, nous, encore une fois, de cibler des projets d'investissement techniques. Cette mesure choc de modernisation a vraiment vocation à accompagner des projets d'investissement technique de grande envergure, c'est-à-dire en quelque sorte des vrais game changers, des projets qui permettent aux entreprises concernées d'avoir des vraies perspectives de croissance, qui doivent s'accompagner d'ailleurs d'objectifs de croissance ambitieux, et qui doivent également aider à prendre plus de parts de marché à l'international pour, encore une fois, pleinement saisir les opportunités de ce nouvel environnement de production, de ce volume de production accru et en prenant acte du fait que nos producteurs travaillent désormais sur un terrain de jeu mondial, totalement Alors j'ai une première mondial. question, Pauline. Ça s'adresse qu'aux studios. Alors on va réduire, là on est sur le secteur de l'animation. Est-ce que ça s'adresse qu'aux studios qui produisent l'animation ou également à des acteurs qui développent des produits numériques pour ces studios, en l'occurrence par exemple des logiciels? Les deux, mon capitaine. C'est assez large. Aujourd'hui, on ne peut pas préjuger des projets qui seront in fine soutenus. C'est impossible. On veille là aujourd'hui à faire en sorte de publiciser quelque part au maximum cette mesure pour la faire connaître et que, encore une fois, chacun qui se reconnaît dans ses objectifs puisse s'en saisir.
Mais pour vous donner quand même le panorama global, on a nous défini 2 grands axes, c'est-à-dire 2 grandes typologies de projets qui peuvent bien correspondre aux objectifs de cette mesure. Le premier, c'est les studios de tournage. On pourrait l'appeler studio de tournage de demain. J'en parle quand même un peu parce on voit qu'il y a aussi énormément de porosité entre tous ces différents univers, les studios de tournage, mais aussi le monde de la production numérique. On voit que tout ça se rejoint de plus en plus. Et d'ailleurs, certains studios d'animation pourraient très bien s'identifier aussi à cette thématique studio de tournage et pas forcément à des besoins liés à la refonte de la chaîne de fabrication, par exemple. Enfin, et les studios de tournage du futur, ils vont utiliser des outils d'animation, voilà, notamment avec des moteurs 3D temps réel. Temps réel, absolument. Donc voilà, en tout cas, il y a ce premier axe sur les studios de tournage qui est quelque part un peu l'acte 2 du plan studio qu'on avait amorcé l'année dernière, à la suite du rapport Siritsky. Et il y a un autre axe, vraiment production numérique, excellence de la production numérique. On entend par là le fait de cibler les secteurs des VFX, de l'animation, mais aussi du jeu vidéo, mais aussi dans une moindre mesure la réalité virtuelle. L'idée étant de, encore une fois, accompagner les besoins techniques de ces entreprises, qu'elles soient directement dans la production ou un petit peu en dehors, mais dès lors que, encore une fois, tout ça concourt à la fabrication des œuvres, pour leur permettre de rester vraiment à ce niveau d'excellence qui est en fait indispensable. Ces secteurs, sur un terrain concurrentiel international, enfin, voilà, avec ce contexte de concurrence internationale très forte, sont quelque part condamnés à l'excellence, à l'innovation. On sait très bien qu'il y a d'autres studios qui sont aussi de plus en plus compétents partout dans le monde, qui peuvent monter en expertise de manière très forte, qui produisent à bas coût. Donc il faut que quelque part, il me semble, les studios français, c'est vrai aussi bien de l'animation que des VFX que du jeu vidéo, soient toujours un petit peu en avance de phase et démontrent encore une fois vraiment cette capacité d'innovation. Donc c'était vraiment important pour nous. On l'a vu l'année dernière au RADI, notamment par exemple l'usage du temps réel, donc des moteurs temps réel, pour la fabrication d'animation, et donc qui permet de fabriquer, on va dire, des volumes plus importants pour des budgets plus faibles. Donc on est là totalement dans une mesure de compétitivité qui va permettre au secteur d'encore mieux se positionner à l'international, même si déjà aujourd'hui l'animation est un très bon vecteur d'export. Et un autre enjeu aussi pour nous très, très, très important, c'est la question de l'éco-responsabilité. C'est-à-dire qu'on portera vraiment une attention particulière à la dimension éco-responsable des projets d'investissement qui nous seront soumis. C'est vrai aussi bien pour les studios que pour les projets plus directement en lien avec les besoins des producteurs numériques, étant entendu que cet enjeu-là est un vrai enjeu aussi de compétitivité. On sent bien que de plus en plus d'entreprises ont maintenant pleinement conscience que c'est une question aussi de business et pas seulement de responsabilité sociétale. Donc voilà, et puis on anticipe le fait que des mesures à venir pourraient encourager très fortement les producteurs à réduire leur empreinte carbone. Et donc nous, dans le cadre de ces soutiens à des projets techniques, on a cette responsabilité d'accompagner la modernisation des outils de production, mais également pour que ces outils de production permettent de réduire l'impact environnemental des productions, que ce soit des productions en images réelles ou des productions purement numériques. Oui, sachant que d'un autre côté, la perspective d'évolution, par exemple dans la définition de ces formats, j'entends la résolution, donc aujourd'hui on va dire on est en Full HD, on va aller vers le 4K, le ratio c'est 4 fois en termes de surface, donc ça veut dire que c'est des calculs 4 fois plus importants. Ouais. Donc c'est ou la durée qui est multipliée par 4 ou la puissance de calcul qui est multipliée par 4 et potentiellement un risque de consommer 4 fois plus. Donc il faut trouver là aussi des solutions en termes de calcul et de fabrication qui soient économes. L'usage par exemple des textures procédurales qui pèsent moins lourd, des choses comme ça qui vont y concourir. Alors, je pense, parce que en fait, le temps avance, j'aimerais bien poser quelques questions sur ce dispositif. Ouais. Aujourd'hui, c'est des montants d'aide, de soutien qui peuvent aller jusqu'à combien?
Ouais, qui peuvent être potentiellement très importants. Et c'est en ce sens que ce dispositif a réellement un caractère exceptionnel, assez inédit, mais aussi très temporaire, puisque c'est un dispositif qui a été vraiment pensé comme un mécanisme de relance des investissements. Un mécanisme vraiment de relance des investissements de sociétés qui peuvent être plus ou moins impactées par la crise sanitaire, parfois fortement impactées dans leur liquidité, dans leur trésorerie. Et donc c'est aussi l'esprit qu'il y a derrière ce dispositif, ce qui nous a permis de sécuriser juridiquement ce dispositif sous l'angle d'un régime d'encadrement temporaire très directement lié à la crise sanitaire, ce qui était pour nous une vraie opportunité parce que c'est un régime juridique qui en réalité nous permet de soutenir tout type d'entreprise, quelle que soit leur activité, par ailleurs que cette entreprise appartienne strictement à la filière des industries techniques ou pas, et toutes les tailles d'entreprises, y compris les grandes entreprises. Premier point. Deuxième point, c'est un dispositif qui nous permet de ne pas avoir de limite en termes de taux d'intervention, ce qui est un point absolument essentiel quand on est justement dans cette optique de pallier une perte importante de liquidité. Donc les montants de 45 ou de 50% qui étaient précédemment... Il n'y a pas de niveau d'intervention maximum en termes de financement public. Néanmoins, il y a un plafond quand même, parce que le monde est... Voilà, cette crise sanitaire apporte finalement quelques bonnes nouvelles, mais qui ont aussi leur propre limite. Il faut toujours un cadre quand même. Il faut quand même toujours un cadre. Et en fait, c'est pour certains, pour ceux qui sont familiarisés avec ce dispositif, c'est comme un régime un peu dérogatoire, comme peut l'être le régime de minimis. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas, au titre de ce régime spécifique, attribuer plus de 800 000 € par projet et par entreprise. Donc en pratique, la limite, c'est celle-là. On par devrait projet, pouvoir... par entreprise, et sur quelle... Il y a une période de temps qui est définie? Oui, absolument. Les aides ne peuvent pas être engagées postérieurement au 30 juin 2021. Donc ça va arriver très vite. Ah oui, donc on est là dans vraiment... C'est maintenant. C'est un dispositif d'urgence C'est maintenant que ça se joue, d'où aussi cette notion de choc. C'est-à-dire qu'il faut frapper très fort, mais aussi très vite. Voilà. Ensuite, les crédits, s'ils ne sont pas intégralement dépensés sur cette période, ne sont évidemment pas perdus. Et nous avons par ailleurs nos autres outils qui continuent à fonctionner parallèlement, hein. Le RIAM, mais aussi et peut-être surtout le soutien financier aux industries techniques, qui sont là aussi de toute façon pour prendre le relais. Et encore une fois, en parallèle, continuer à accompagner des projets qui n'auront peut-être pas le niveau d'ambition qui a été fixé dans le cadre de cette mesure de soutien temporaire, ou qui ne vont peut-être pas correspondre parfaitement aux thématiques de cet appel à projet, mais qui, par ailleurs, pourraient parfaitement être soutenus de manière courante voilà. Avec Alors, le soutien aux industries techniques. Je suis un studio, je vais remplir mon dossier. Alors, je suppose qu'il y a toutes les informations qui sont sur le site internet du CNC, bien sûr. Je peux aussi bien mettre des travaux de recherche que des équipements? Oui. L'idée est vraiment de pouvoir, là aussi, être le plus souple possible du point de vue de l'assiette des dépenses éligibles. C'était une souplesse et une liberté que ce régime. D'accord. Et sur les travaux de recherche, donc je peux demander du financement sur mon équipe, mais si par ailleurs j'utilise par exemple le crédit d'impôt recherche, c'est pas cumulable. Voilà. Il y a un moment où on ne peut pas me financer au-delà de 100%. Évidemment que non, mais... Donc il y a des limites, mais il faut que Il y a ces limites, et puis il y a la manière dont ces projets seront examinés par les experts. Oui, en l'occurrence, on monte une commission, là aussi spécifique, hein, pour examiner ces projets-là. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans l'idée de financer des projets qui n'auraient que des financements publics. L'idée, encore une fois, est d'être vraiment dans une perspective économique ambitieuse. Ce sont des projets d'investissement qui doivent ouvrir des objectifs de croissance, permettre de prendre ses parts de marché à l'international. Donc, il y aura une attention particulière qui sera aussi portée au business plan, d'une certaine manière. Voilà, donc le dossier qui sera rédigé par l'entreprise devra bien expliquer quelle est la stratégie pour se développer. Je suppose, qu'est-ce que ça représentera aussi en termes de développement de l'emploi pour cette entreprise. Et finalement, l'argumentaire sur les évolutions moyen et long terme de l'entreprise, si elle bénéficie de ce soutien, devront être
parfaitement expliqué. C'est tout à fait central. Nous, on a conçu aussi une procédure d'examen des dossiers un petit peu originale, en tout cas différente de la façon dont on fonctionne habituellement, puisque les porteurs de projets sont invités à présenter un premier projet, mais sous forme d'une note de synthèse qui ne doit pas faire plus de 2-3 pages, qui simplement rappelle les principales caractéristiques du projet d'investissement en question, sur la base de laquelle les experts de la commission pourront opérer une première sélection. Et les projets qui seront présélectionnés seront, dès cette étape, auditionnés par la commission. On imagine une audition qui pourrait durer même 1 heure, avec les membres de la commission, donc qui permet aux porteurs de projet en question d'une part à nouveau oralement présenter son projet, mais surtout d'avoir un vrai moment d'échange pour que les experts eux-mêmes soulèvent en amont toutes les questions qui se posent, pour que l'entreprise ait absolument toutes les cartes en main pour pouvoir construire ensuite son dossier de demande de subvention finale le plus complet possible, évitant par la suite des allers-retours avec les membres de commission. Vous savez que ça arrive, qu'on reporte des dossiers parce qu'il nous manque des éléments ou qu'on a besoin de tels éclairages. L'idée, c'est vraiment d'anticiper le plus. Et alors, vous avez déjà une vision du calendrier entre les dépôts et l'instruction ? Alors, il y a 2 dates limites de dépôt de dossier sur la première phase là, qui ont été définies pour février et pour avril. De toute façon, on a quelque part cette contrainte que je mentionnais tout à l'heure. Les aides ne peuvent pas être engagées après le mois de juin. Donc, vraisemblablement, il y aura au mois de juin une commission plénière qui, à ce moment-là, se réunira pour décider des projets accompagnés du chiffrage. Si je dépose un dossier le 12 février, je vais être entendu probablement par une... Enfin, probablement, si mon dossier est si le dossier est présélectionné, voilà. On va dire sous un délai de quoi, d'1 mois à peu près ? Ou peut-être même un peu moins, enfin en tout cas dans les 3 semaines qui suivent la date limite de dépôt des dossiers. Ah oui, et en espérant que tout aille bien, je pourrais bénéficier des premiers fonds de soutien à peu près à quelle période ? La question à laquelle je ne peux pas tout à fait répondre encore aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fera une seule grande commission pour examiner l'ensemble des projets et celle-ci à ce moment-là aura lieu au mois de juin, ou bien est-ce qu'on en fera 2 ? Ça dépend un peu aussi des projets que l'on recevra à l'issue de cette première date de dépôt. Parce que pour le moment, encore une fois, on fait vraiment en sorte que cette mesure soit le plus visible possible. Mais je dois avouer aussi qu'on ne sait pas précisément le volume de projets qu'on recevra. D'accord, donc aujourd'hui, il n'y a pas de décision, par exemple, de dire cette ligne financière, elle peut être divisée en 2 pour qu'il y ait 5 et 5 en fonction. C'est difficile parce que comme on n'aura pas non plus de visibilité sur les projets qui arriveront après le mois de mars ou après le mois d'avril, il me semble que le plus raisonnable quand même serait d'avoir une seule commission en plénière, appelons-la comme ça, qui aurait de la visibilité sur l'ensemble des projets qui auront été déposés, même si on séquencera pour le coup le moment des présélections et le moment des auditions, ça c'est sûr. Et donc vraisemblablement, on peut se dire que si le projet est retenu, les premiers versements pourraient avoir lieu cet été. Très bien. Quelques secondes pour terminer, parce que je vois que le temps est quasiment passé. On a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Donc, les informations sur cet appel sont sur le site du CNC. Oui, absolument. Si certains producteurs ou directeurs de studio ont des questions particulières, ils peuvent vous envoyer un mail, vous contacter. Ils peuvent me contacter directement. Mon équipe également, c'est Anouk Deller, chef du service des industries techniques et de l'innovation, qui est très active sur cet appel à projet. Et également nos chargés de mission Thomas Gros-Perrin, qui s'occupe des industries techniques. Gabriel Claret également, chargé de mission en charge du RIAM, voilà, qui avec nous co-instruisent ces dossiers. Mais encore une fois, tous les renseignements sont sur le site. Il y a même une adresse mail dédiée à cet appel à projet. On vous répond très rapidement. Voilà, on est vraiment à votre disposition. C'est une mesure qui est pour nous très emblématique, je dois dire. Oui, surtout c'est un processus qui est totalement innovant, on va dire, par rapport à la manière avant de soutenir les projets, puisque là, on n'est plus lié à un pourcentage du projet. Il ne faut pas trop s'y habituer, encore une fois. Là, pour le coup, la réglementation est-elle assez conjoncturelle. Bon, donc, à tous ceux qui nous écoutent, vous avez compris qu'il y a une opportunité. Il va falloir que très rapidement, vous vous focalisiez là-dessus.
Merci beaucoup Pauline Augrain pour cette présentation très complète du dispositif. Voilà, Merci à vous, nous Stéphane. sommes dans le cadre des rencontres animation, développement, innovation. Le CNC nous a ouvert la scène de sa grande salle pour qu'on puisse faire cet enregistrement en respectant des distances sanitaires. À très bientôt, on espère. On espère, oui, ça fera du bien à tout le monde de se retrouver vraiment, peut-être à Angoulême dès la fin de l'année, je ne sais pas, on ose Voilà. l'espérer, mais enfin, donnons-nous cette perspective quand même. Voilà. Merci, au revoir. Merci à tous.